Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de cette dernière journée de compétition. Partons du côté de Lanzerheide. Il y avait deux mass start au programme chez les garçons et chez les filles. C'était aussi la dernière journée de compétition en 2023 du côté de la Coupe du Monde. Il y aura une course encore. Une exhibition du côté de Schalke avec des relais, notamment il y aura Fabien Claude et Julia Simon, mais sinon la Coupe du Monde elle reprendra du côté de Ruhpolding. Ça sera au tout début du mois de janvier avec l'enchaînement Ruhpolding-Oberhof. Je sais plus c'est dans quel sens, je sais plus si c'est Oberhof en premier Ruhpolding, mais ça sera le premier week-end de janvier, ça va reprendre très vite. La saison de biathlon, donc avec, on va dire, 3 semaines de pause désormais pour peaufiner sa forme, régler les problèmes de tir. C'est assez court, il faut bien le dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment des victoires des filles du côté de l'équipe de France. Et si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, vous pouvez mettre la petite cloche, vous pouvez mettre également un pouce bleu. On commence tout de suite avec la mass start féminine. La question avant le début de cette course, c'est est-ce que Justine Brezaz était capable de faire le triplé? Est-ce que Julia Simon était capable de gêner Justine Brezaz? On pourra souligner encore une fois la belle performance du journal L'Équipe. Alors déjà, c'est très rare quand le journal L'Équipe met en avant une compétition autre que du football en une, mais en plus, la manière dont ils ont mis en avant le biathlon avec ce titre carte bleue, je crois que ce n'était pas obligatoire, loin de là, et je crois surtout que c'était de très mauvais goût de la part du journal L'Équipe. Après, le journal L'Équipe, ça se dégrade d'année en année. On commence tout de suite avec cette nouvelle victoire de Justine Brezaz. C'était plus difficile sur les skis du côté de Justine par rapport aux dernières courses. C'est-à-dire que on sentait que sur les skis, alors c'était pas catastrophique, mais je pense que l'enchaînement poursuite mass start a été mieux géré par certaines filles que par d'autres. Voilà. Et même chez les garçons, on le verra aussi que ça a été plus compliqué. C'est pas un problème d'état de forme, je pense que c'est plus un problème de récupération, sachant que quand tu as déjà gagné sprint poursuite, renchaîner derrière sur une mass start, c'est pas toujours facile au niveau mental. Donc voilà, ça a été peut-être plus compliqué sur les skis pour Justine, mais elle a fait un 20 sur 20. Après, on rappelle, la mass start, c'est sa discipline de prédilection à Justine. C'est fou parce que pour une fille qui se posait, jusqu'à maintenant, c'est plus le cas cette année, mais qui se posait autant de questions, autant de doutes, en mass start, ça a toujours été beaucoup plus limpide pour elle. Son titre olympique, alors que pourtant la semaine, souvenez, la semaine olympique à Tokyo, pas à Tokyo, à Pékin, pardon, avait pas été sensationnelle pour elle. En termes de résultats, je crois qu'elle s'était foirée sur le sprint. Je sais plus si elle avait pas fini 45e genre du sprint. Enfin, elle avait foiré une course. Et c'est vrai que la semaine n'avait pas été évidente pour Justine. Et le mass start qui arrive pourtant le dernier jour, elle arrive et qui avait été décalée en plus en termes de date à cause des conditions climatiques qui étaient extrêmement fraîches à Pékin. Elle avait réussi à sortir une course incroyable et ça a souvent été le cas pour Justine, sa première victoire en Coupe du Monde, c'est également une mass start. La mass start, je sais pas, le fait d'être en confrontation, elle a toujours apprécié ça, Justine. Et là, elle a réussi à repartir. Et pourtant, il y avait un peu de pression de la part de Elvira Heuberg et d'Anna Heuberg. Peut-être aussi une gestion de course qui n'a peut-être pas été parfaite. J'ai pas regardé, j'aurais dû regarder ça au niveau de la gestion de course. Au niveau des temps de ski pour les filles, on regardera ça tout à l'heure. C'est peut-être le deuxième tour aussi où ça a été rapide avec Julia, où c'est peut-être là où ça a été une erreur, mais voilà, un 20 sur 20, ça te permet déjà d'être sur le podium, quoi. Même si elle avait été catastrophique, je pense, sur les skis, Justine, elle était un peu moins bien que les autres jours parce que elle n'est pas dans le top 3 des meilleures skieuses sur cette dernière journée. Mais voilà, encore une fois, la récupération n'a peut-être pas forcément été idéale, mais elle arrive à sortir le final qu'il fallait, à garder cette petite marge d'avance qu'il fallait également. Donc c'est bien ce qu'a fait Justine
Donc voilà, très belle course de la part de Justine. Derrière, on retrouve les deux sœurs Reberg. De manière assez surprenante, les deux sœurs Reberg qui ont fait la même course, assez proche en fait sur leur course. On les a même retrouvés ensemble à la sortie du dernier tour. Deux erreurs sur le coucher à chaque fois, que ça soit Elvira et Anna. Et c'est vrai qu'après le coucher, je me suis dit, pour les deux, à la sortie du tir couché, je vois Elvira qui doit être aux alentours de la 10e place, voire un petit peu plus loin. Je me dis, pour la victoire, ça risque d'être difficile. Parce que sur les deux premières courses, au niveau des skis, c'était pas idéal. En fin de course, le sprint avait été très compliqué. Bon, la poursuite, c'était mieux pour Elvira. Mais je me disais, bon, ça risque peut-être d'être compliqué. Anna, en plus, fait pas un grand début de saison. Avant le début de cette course, elle a été 13e de la Coupe du Monde. Donc je me dis, ça va peut-être être compliqué pour les deux. Là, deux fautes, c'est peut-être une de trop. Puis sauf que derrière, elles font des très bons debout, où elles font des tirs performants, des tirs plutôt offensifs, et ça leur permet de ressortir à 15 secondes. Et puis sur la fin, elles se sont vraiment mis des mines les deux. Hein. Parce que je crois qu'Anna voulait vraiment pas laisser la deuxième place à Elvira entre les deux. Je crois voilà, Anna sait qu'Elvira est meilleure sur les skis, donc elle voulait vraiment la battre sur les skis, sauf que Elvira a réussi à faire la différence. Et ce qui fait que, comme elles se sont vraiment tirées la bourre les deux, ça a failli reprendre Justine. Il n'y avait pas une marge si énorme que ça entre les deux. Donc, vraiment une fin de course qui a été intéressante. Il faut saluer la performance des deux Suédoises qui ont été fortes sur cette course. Lisa Vitozzi est un peu moins bien sur les skis, je dirais, sur cette semaine qu'à Filson, qu'à Östersund aussi, où elle avait gagné l'individuel. Là, sur les skis, je pense que c'était un peu plus compliqué. Peut-être un pic de forme un peu trop tôt sur cette première partie de saison. Contrairement aux Françaises qui sont montées en puissance après Östersund, l'Italienne a peut-être été un peu en régression là, du côté de Lanzarote 2. Après, là aussi, un sans faute sur une course comme celle-là. Et puis des gros points de marqué au niveau du classement. Puis je rappelle aussi qu'à Lanzarote 2, elle avait fait 3e ou 4e temps de ski au sprint. Hein, mais sur la poursuite, c'était plus compliqué. Bon, là, voilà aussi un temps de ski un petit peu moins bon. Peut-être un petit peu de fatigue par rapport à la semaine. Tendrevol 5e. Il fallait qu'elle se rassure, Tendrevol, parce que la poursuite a quand même été catastrophique pour elle. Elle a complètement explosé sur ses tirs debout. Donc là, elle fait un 18 sur 20, ce qui est rassurant. Alors, elle a fait plutôt une course où elle était rarement dans le bon paquet. Elle était plutôt à chaque fois avec un petit temps de retard pour aller chercher à un moment le groupe avec Julia Simon, avec Franziska Preuss. Elle a un peu dû courir en ramenant les autres, enfin en revenant pardon, sur les autres. Elle n'a pas été leader du groupe de poursuite. Donc je dirais que 5e place, c'est vraiment un bon résultat pour elle, parce qu'avec un 18 sur 20, c'était peut-être pas assuré. Un temps de ski qui n'était pas fou non plus, donc c'est plutôt bien. Julia Simon 6e. Je pense que c'est la fille qui a eu le tir le plus rapide, avec peut-être Voigt, parce que Voigt est toujours très rapide sur son tir, mais elle a fait un tir d'attaque, mais vraiment, elle avait envie, je pense, de savoir où elle en était au niveau de sa condition physique. Sur la poursuite, c'était pas mal, on en avait dit, et je pense qu'elle voulait vraiment voir sur une course offensive ce que ça pouvait donner. Julia, ça a un peu craqué dans le dernier tour, c'est dommage. Le 17 sur 20 aussi, il y a une erreur de trop. Et sur la fin, elle a un peu souffert dans le dernier tour. Mais elle a fait quand même une course hyper offensive. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'en Allemagne, ça ira fort, Julia Simon. À partir de janvier, c'est peut-être une fille qui peut vraiment en profiter du côté des championnats du monde à Novo Mesto. C'est peut-être une fille qui arrivera vraiment à faire un super résultat quand on voit, parce que elle a vraiment des temps de ski qui progressent au fur et à mesure, donc ça c'est très très bien pour la suite. Donc je pense que voilà, c'est une fille qu'on devrait voir dans les semaines à venir, voilà, du côté de l'enchaînement. Voilà, c'est Oberhof-Ruhpolding en Tols, hein, l'enchaînement cette année des deux courses allemandes et de la course italienne. Tout ça en 3 semaines avant les championnats du monde.
On continue, on déroule un petit peu le classement. Donc Preuss, un peu comme Loujean Monod, compliqué pour les skis, sur les skis. La Covid, hein, ça n'a pas aidé. Sophie Anne-Éclive, 8. Mieux sur les courses à 2 tiers, hein, Anne-Éclive. Hein, pour le moment, sur les courses à 4 tiers, elle a un peu plus de mal. Peut-être des erreurs de gestion de course de la part d'Anne-Éclive, mais c'est vrai qu'elle est forte sur les sprints. On voit qu'elle arrive à faire vraiment des très belles choses. Sur les courses à 4 tiers, c'est un petit peu plus compliqué pour le moment. On a vu également sur les relais qu'elle avait fait des belles choses. Anne-Éclive. Sophie Chevaux, 9. Alors, c'est compliqué du côté de Sophie Chauveau, parce que d'un côté, on se dit, il y a 3 tiers qui sont parfaits. Qu'à la fin du coucher, elle est dans le coup. Elle est vraiment dans le bon paquet, elle est vraiment devant. Il y a ce premier tiers debout, où elle fait 2 erreurs. J'ai envie de dire comme un peu trop souvent, elle fait des erreurs sur le debout, Sophie. Mais en même temps, elle se ressaisit bien sur le dernier debout. Donc elle fait quand même 18 sur 20. Elle fait quand même top 10 sur une course où ça, c'était pas forcément si facile que ça. Une Mastart de faire un top 10, il y a de la densité. Hein, tu as les meilleurs du monde face à toi, donc ça c'est bien. Mais c'est frustrant, cette double faute. Elle est frustrante, cette double faute du côté de Sophie, parce que tu te dis que sans cette double faute, elle peut jouer avec Preuss, avec Anne-Éclive. Et vu le temps de ski qu'elle avait, en plus Sophie Chevaux, qui était encore très bon, voilà, il lui manque encore ce gros résultat à Sophie, parce qu'on voit qu'il y a des progrès sur les skis, on voit que sur le tir c'est compliqué, c'est ça qui est dommageable, parce que sur les skis ça va très très vite. Depuis le début de saison, elle est rarement sortie du top 10 des temps de ski, donc c'est vraiment super ce qu'elle fait, mais le tir pour le moment ça ne passe pas. Lynn Persson 10e. Des Suédois un peu plus en difficulté, même si là il y a le doublé des sœurs Robert. C'est vrai que la Suède, je pense, n'a pas trouvé les bons réglages au niveau peut-être des skis du côté de Lanzarote 2. Et puis encore une fois, du côté des Suédois, on a Östersund, donc on doit être en forme très tôt dans la saison. Et peut-être que ça a fait ce petit coup de fatigue, ce petit coup de moins bien du côté de Lanzarote 2. Tomingas, il faudra la suivre, hein, Tuuli Tomingas, parce que sur les skis, ça allait vite. Dommage le tir debout, mais c'est une fille intéressante, là, l'Estonienne. J'ai pu voir là, comment ça allait en termes de vitesse, parce qu'en début de course, elle était vraiment bien placée. C'était pas mal ce qu'elle faisait, Tomingas, vraiment. Knoten, 12e, 18 sur 20, pas grand chose à dire. Irvine Dedra, encore un sans faute, comme sur le sprint. Vous l'avez fait sans faute. Vous l'avez fini 8e, donc là, elle a fini 13e. On voit que sur le temps de ski, c'est ce qui lui manque un petit peu. Loujean Monod, 19 sur 20. Pouvait difficilement faire mieux, Lou. On sent que la Covid, ça l'a vraiment fatiguée. Elle l'a dit en interview, elle n'était pas bien sur les skis. Ça s'est vu qu'elle n'était pas bien sur les skis. Bon, elle finit quand même devant Lampic, devant Davidova. Mais c'est sûr que je pense que là, l'objectif, c'était surtout de marquer des points. Elle reste dans le top 10 du classement de la Coupe du Monde, donc ça c'est plutôt une belle satisfaction pour elle. Davidova, Lampic quand même encore 6 erreurs. Il va falloir... Le jour où elle règle le tir, Lampic, elle domine le ski de fond, le biathlon, quoi. Mais bon, c'est vrai que le tir pour le moment c'est compliqué. Surtout que tu te dis qu'à 18 sur 20, Lampic, elle était 5e de la course, je pense. Donc vraiment, il ne manque pas grand-chose. Il faut qu'elle enlève un peu de faute. Voilà. Heikki Gross, ça a été compliqué pour les Suisses et Suissesses sur cette manche de Coupe du Monde à Lanzarote 2. Je pense qu'ils avaient un peu de pression, ils voulaient bien faire. Ça ne s'est pas passé aussi bien qu'ils le souhaitaient. Alors c'est pas catastrophique, mais par rapport à ce qu'on a vu à Orfield et à Östersund, c'est moins bien. Vobornikova 18, Zima 19e avec 3 fautes. On retrouve ensuite Caroline Ekdal, Vanessa Voigt également, toutes les deux à 18 sur 20. Petrenko, Etic à 17 sur 20, Magnusson 17 sur 20 aussi. Dimitrenko 16 sur 20, Gislova 16 sur 20, Brorson, ça va pas vite sur les skis. Parce qu'avec seulement 2 fautes, elle est quand même à 3,50, donc c'est assez impressionnant quand même d'avoir ce tel retard. Skogan, trop d'erreurs. Avec 6 fautes, comme Mekushina et Steiner qui a fini 30e.
On garde les temps de ski rapidement pour les temps de ski. C'est les deux sœurs Berg qui ont fini l'une devant l'autre avec Elvira 20 secondes devant et Anna, Lampic à 22, Tendrevold à 24, Justine Brezaz à 32. Donc quand je disais que les temps de ski étaient un peu plus compliqués. Julia Simon à 37 secondes, donc on voit qu'elle c'est pas mal, surtout qu'elle a un peu explosé sur la fin. Tominga 7, personne 8, Davidova 9 et Sophie Chauveau 10. Du côté de Lou Jean Monod, on est 19e temps de ski. Si on regarde un petit peu le temps de tir, juste le temps de tir, c'est Julia Simon. Donc quand je parlais de tir d'attaque, elle a vraiment fait un tir d'attaque parce que c'est 3 secondes 6 de mieux que Etich, que Heikki Gross. Donc ça veut dire qu'elle a fait un tir hyper offensif. Si on compare à Tendrevold, c'est 21 secondes de mieux que Tendrevold et Elvira Heuberg. Si on compare à Justine Brezaz, c'est 30 secondes de mieux. Si on compare à Lou Jean Monod, c'est 26 secondes de mieux. Et Tominga, c'est elle qui a tiré le plus lentement, à 35 secondes de Julia Simon. Et Vanessa Voigt, par exemple, avait 32 secondes de retard sur le tir. Donc on voit que ça n'a pas été facile. Et si on regarde les temps de course sur la fin de course, donc 4e et 5e tour. 4e tour, c'est Elvira Heuberg qui fait le meilleur temps devant personne, Tendrevold, Brezaz Boucher. Julia Simon est 8e, Sophie Chauveau est 10e. Et Lou est 19e. Et sur le tour de course numéro 5, c'est Elvira qui a fait le meilleur temps, 7 secondes devant Lampic, 10 secondes devant Heuberg, 17 secondes devant Justine Brezaz. Et Julia Simon finit à 24 secondes, 9e temps de ski. Et Sophie Chauveau est 17e, donc elle a un peu explosé sur la fin de course. Et Lou Jean Monod, 22e sur le dernier tour de ski, mais avec des écarts énormes. Elvira Heuberg, il y a quand même des filles qui ont fini à 1 minute d'Elvira Heuberg seulement sur un tour. Donc c'est assez impressionnant sur cette mass start. On passe du côté des garçons. Hop, là, je me mets les analytiques. Je dirais que du côté des garçons, on a retrouvé le grand Johannes Bö. Voilà. Il a laissé la porte ouverte à Orfilsen, à Östersund. Là, la porte était beaucoup moins ouverte du côté de Lanzarote. On a vu avec une belle poursuite. Là, il fait malgré tout en 18 sur 20, mais au niveau des skis, il est au-dessus. De manière assez surprenante, c'est vrai qu'après la poursuite, il suit un peu derrière Sturla. Là, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il a retrouvé vraiment des très bonnes jambes. Et bon, c'est peut-être un peu inquiétant sur le spectacle qu'on aura sur la suite de la saison. C'est vrai qu'on avait eu une course d'Östersund où il y avait eu pas mal de variétés dans les vainqueurs et dans les podiums. Ça va peut-être être un peu plus compliqué à partir de maintenant, en sachant que y a quand même une mauvaise nouvelle pour les Français. C'est la première fois depuis la saison 96-97 qu'on n'a pas eu de podium sur les 3 premières courses de la saison. Le meilleur résultat, c'est une cérémonie des fleurs pour une 6e place pour Quentin et Emilien. Donc il va falloir réussir à faire mieux. Et surtout, en 96-97, les garçons n'avaient fait qu'un podium sur toute l'année. Donc on espère que c'est pas mauvais signe du côté du ski. Et puis, on va revenir sur l'affaire Sturla-Lagreen. Donc Sturla qui n'a pas pu participer à cette course, disqualifié par l'IBU. Jeudi soir, avant le sprint, donc il y a une cérémonie, on va dire, de remise des dossards en interne du côté de la Norvège. Donc on remet les dossards à chacun des concurrents de l'équipe de Norvège, donc des 6 concurrents de l'équipe de Norvège. À ce moment-là, on leur remet les chargeurs. Donc les chargeurs, 2 chargeurs avec 5 balles dans chacun des chargeurs. À ce moment-là, alors qu'il avait tout préparé, Sturla s'est dit tiens, j'ai un peu de temps pour faire un tir à sec. Tir à sec, c'est quelque chose qui est régulièrement fait, notamment si vous regardez les vidéos que faisait Antonin Guigona. Je ne sais pas s'il les a refait cette année. On le voit plusieurs fois, donc avec la carabine, viser une sorte de cible et s'entraîner à ça à sec dans l'hôtel, parce que le pas de tir n'est pas toujours disponible, donc pour s'entraîner au tir. Le problème, c'est que là, il y a une balle qui est partie. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, ce qui fait que Siegfried Mazet, je vais réussir à dire son nom et son prénom, ne l'a appris que le lendemain soir. Ce qui semble assez incroyable, parce que je me dis quand même que tout le monde devait voir qu'il y avait une comment dire,
un trou dans le mur, enfin, je pense, avec la balle, à part s'il a bien tout camouflé, et ce qui fait que bon, bah, on s'est retrouvé dans une situation assez catastrophique, ce qui fait que bah, il a quand même fait la poursuite. Le samedi, il a fait la déclaration à la police, voilà, et puis bon, bah, le dimanche, il a été disqualifié. Il ne devrait pas y avoir de poursuite judiciaire pour lui. Malgré tout, est-ce qu'il n'y aura pas une sanction de la part de la Norvège avec une relégation en IBU Cup? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Du côté de Johannes Bö, un 18 sur 20, donc on l'a dit, hein, vraiment une course vraiment très bonne de la part de Johannes, un très bon temps de ski. Je pense que là, il a voulu gagner en plus avec la manière. Je pense que là, il voulait vraiment montrer qu'il était performant. C'était vraiment, je pense, son objectif. Devant, bah, peut-être l'un des rares qui arrive à challenger pour le moment Johannes Bö sur les. Enfin, qui arrive à toujours être dans les meilleurs sur les temps de ski, à challenger Johannes Bö. À Östersund, c'était facile de challenger Johannes Bö. Mais là, il arrive quand même aussi à être vraiment dans le coup au niveau du temps de ski pour le moment. Johannes Dalle, depuis le début de saison, il fait vraiment des très très belles choses. Et on le voit là en termes de résultats. Un 19 sur 20, un podium. Il lui manquait peut-être ce grand résultat jusqu'à maintenant. Cette course très bien réalisée de la part de Johannes Dalle. Et parce qu'il faisait des petites erreurs au tir, c'était pas totalement parfait. Bon, il arrivait à prendre des top 10, hein, mais il lui manquait ce gros résultat où il pouvait se dire bah là, j'ai pas beaucoup de regrets à avoir, je suis tombé sur meilleur que moi et j'ai fait une belle course. Bah, avec un 19 sur 20 ce soir, il peut être satisfait. Tarier qui fait un énorme début de saison, Tarier Bö, hein. On n'en parle peut-être pas énormément, mais à cet âge-là, réussir à faire ce qu'il fait, c'est vraiment impressionnant de la part de Tarier. 21 secondes, un temps de ski peut-être un peu plus en retrait que d'habitude. Après, c'est vraiment très bien ce que fait pour le moment le concurrent norvégien, le grand frère de Johannes. Après, des fois, Tarier commence fort ses saisons et puis ensuite, ça dégringole un petit peu. Donc j'espère que ça va pas, c'est pas ce qui va arriver à Tarier, que le niveau physique va pas dégringoler au fur et à mesure de l'année. Parce que ça serait un petit peu dommageable. Mais moi, je regardais, il était surpuissant, comme sur un sprint. Mais souvent, sur les tiers, sur les courses et 4 tiers, il a un peu plus de mal maintenant, Tarier. Mais là, il était vraiment très bien sur les tiers. Donc, c'était vraiment très intéressant de la part de Tarier. Pontilioma, quatrième. Bah, quand il corrigera ses erreurs au tir, Pontilioma, ça sera super. Il a encore ce souci, hein, Martin Pontilioma, c'est ses petites imperfections au tir. Ça lui coûte très cher quand même, je trouve, en termes de résultats. Enfin, ça lui coûte cher, c'est-à-dire que quand tu vois le niveau de performance qu'il avait, il pourrait être devant. Et surtout, quand tu vois son premier tour, qui est quand même très compliqué, où il est impliqué dans une petite chute, il casse son bâton. Je pense que c'est ce qui a fait peut-être les deux erreurs. Mais on avait l'impression qu'il a eu beaucoup de mal à se remettre dans la course, qu'il n'était vraiment pas dedans, Martin Pontilioma. Il lui a fallu vraiment un temps pour se remettre dans l'épreuve. Et je pense que c'est ce qui lui coûte très cher sur le premier tir. C'est dommage quand même, voilà, ce début de course du côté de Martin Pontilioma, il est vraiment dommageable parce que tu te dis que s'il n'a pas ce problème-là avec son ski, peut-être, enfin avec son ski, avec son bâton, peut-être qu'il fait peut-être une erreur de moins. À une erreur de moins, il peut challenger Tarier Bö. Mais tu dis aussi que depuis le début de saison, il accumule les erreurs au tir. Il n'est pas à une précision énorme du côté de Martin. Voilà, donc il va falloir encore améliorer ça. C'est le travail qu'il va devoir effectuer vraiment voilà, d'enlever ces petites erreurs qui sont un peu trop nombreuses. Christiansen, 17 sur 20. Pas grand chose à dire sur Christiansen, pour tout vous dire. Ouais, c'est pas une course, c'est une course correcte. Bon, voilà, cinquième avec un 17 sur 20, je pense que beaucoup de concurrents voudraient ça. Bon, voilà, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, sur Christiansen et Swerum, c'est mieux quand même Swerum que la poursuite. Mais bon, 17 sur 20, on aimerait un peu mieux. Après, je pense que la situation de Swerum, ça dépend peut-être également de la situation de Sturla. De savoir est-ce qu'il va rester en Coupe du Monde. Il y a aussi Stromsheim. L'avantage également de Swerum, c'est qu'il finit devant Stromsheim, donc ça c'est plutôt pas mal. Zobel, 18 sur 20, bah c'est bien. C'est un début de saison intéressant de David Zobel.
Irrégulier encore, mais intéressant. Il y a eu des bonnes choses. Donc ça serait bien que ça continue de confirmer du côté de Zobel avec peut-être un peu plus de régularité. Mais c'est vrai que quand on voit la saison des Allemands l'année dernière par rapport à la saison des Allemands cette année, bah, c'est quand même un petit peu le jour et la nuit, hein. L'année dernière, moi je me souviens des championnats du monde à Oberhof où ils étaient nulle part les Allemands, mais vraiment. Enfin, on se disait, est-ce qu'il va y avoir de la relève? Est-ce qu'ils vont trouver des solutions? Et puis bah là, ça va quand même beaucoup beaucoup mieux. Donc ça, c'est quand même très intéressant du côté des Allemands et voir que bah, ils arrivent à faire des top 10, qu'ils arrivent à faire des bons résultats. Qu'en termes de médailles, ils sont troisième pour le moment au classement de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est très très bien. Que ça soit chez les garçons ou chez les filles, vu le niveau qu'ils avaient il y a quelques temps. Et ça veut dire qu'il y aura des relais solides aussi pour les championnats du monde notamment. Kretschmar devant Jacomel, donc est le meilleur des jeunes par rapport à Eric Perrault et par rapport à Didier Bionaz. Avec un 18, avec un 16 sur 20, pardon, Jacomel, mais un temps de ski qui était très bon. Lui, en temps de ski à Östersund, c'était pas fantastique. Depuis Orfiljan, c'est beaucoup mieux sur son temps de ski, Jacomel. Le problème, c'est que soit il fait un bon tir, soit il fait un bon temps de ski. Ça serait bien d'allier les deux du côté de Jacomel. Après, voilà, ça fait partie de la jeune génération aujourd'hui. Rastor Goudief, pas un mauvais début de saison hein, du côté de Rastor Goudief, un peu dans l'ombre jusqu'à maintenant. On voit que sur les skis, bon, bah, il pue très. Alors, ça n'a jamais été le plus rapide en ski, hein, Rastor Goudief, mais là, c'est vrai que maintenant, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, derrière, une 10e place. Bon, du côté des Français, ça a encore été compliqué avec les problèmes au tir. Fabien Claude, 11e. 18 sur 20 à 1 minute. Les temps de ski n'étaient pas fantastiques du côté de Fabien. Un peu de fatigue peut-être. Il y a deux choses qui vont pas du côté de cette équipe de France. Premièrement, le tir. Ça, je crois que c'est vraiment le chantier. On tente des choses. Chez certains, ça va vers le mieux. Chez d'autres, c'est vraiment pas simple. Je pense à un Quentin Fillon-Maillet, notamment où ça ne marche pas bien. Et je trouve quand même qu'au niveau des skis, là, Lanzerheide 2, sur les deux dernières courses, c'était pas fou. On s'attendait à avoir une montée en puissance comme Julia Simon, comme Justine Brezaz, comme Lou Jean Monod. On a l'impression que contrairement aussi, cette montée en pression, elle n'a pas marché. Donc, certes, il y a des problèmes au niveau du tir. De l'autre côté, je pense aussi au niveau des jambes, c'est pas top. Il va falloir quand même avoir des résultats parce que les mecs de l'équipe de France jouent gros quand même. Je rappelle, c'est eux qui ont dégagé les anciens entraîneurs. Surtout les figures de proue qu'on dégageait, notamment à Quentin Fillon-Maillet, qui a un peu dégagé les anciens entraîneurs, qui n'étaient pas des branquignoles quand même, les anciens entraîneurs. Donc, il va pas falloir se planter, parce que c'est eux qui ont un peu choisi les entraîneurs qu'ils souhaitaient. Donc, s'il n'y a pas les résultats derrière, voilà, il va y avoir des... Enfin, la fédération va pas être contente. La fédération, elle veut des résultats, hein. C'est important pour les licenciés notamment. C'est pas une grosse fédération. Donc c'est sûr qu'on aimerait avoir des bons résultats. Et là pour le moment chez les garçons, c'est pas ça, alors que chez les filles, ça se passe bien. Alors que pourtant on s'attendait peut-être à ce que l'ambiance chez les filles soit compliquée. Et l'ambiance est très bonne au final. Enfin l'ambiance est très bonne, c'est-à-dire que ça ne nuit pas au travail et ça ne nuit pas à la réussite dans les résultats. Donc, il va falloir trouver une solution. Philippe Horn, 17 sur 20, donc Jacquelin, Émilien Jacquelin. Alors, autant Quentin Fillon-Maillet m'inquiète, autant Émilien Jacquelin, je suis presque rassuré. C'est-à-dire que je trouve qu'on a retrouvé le Émilien Jacquelin d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, avec ce tir rapide, ce tir instinctif, certes avec un peu de déchets, mais quand même un tir rapide et une course d'engagement. Donc ça c'est bien. Je trouve que sur les skis, c'est peut-être l'un des rares qui a progressé un petit peu sur sa forme sur les skis. Donc ça c'est plutôt intéressant pour Émilien Jacquelin. Moi je pense qu'il y a un moment ça va payer. Je pense qu'il y a un moment la forme va arriver, surtout le tir, et que ça va être de mieux en mieux. Voilà. Alors que Quentin Fillon-Maillet, je suis un peu plus de doute. Fabien Claude,
C'est presque sa meilleure course en individuel depuis le début de saison, hein, cette 11e place. C'est pas encore suffisant, je pense, par rapport aux attentes de Fabien Claude, mais lui, il part sur une bonne note en vacances. Ce qui n'est pas le cas de Quentin Fillon-Maillet. Donc on retrouve ensuite Stromsheim qui risque de redescendre en IBU. Niklas Hartweg, Justus Trello 19 sur 20, mais seulement 16e avec un temps de ski pas fou. 16 sur 20 pour Quentin Fillon-Maillet. Encore une fois, 2 erreurs sur le coucher. Alors là, on rajoute en plus 2 erreurs sur le debout. Des doubles en plus, hein. C'est pas un 16 sur 20 avec une erreur à chaque fois, ce sont des doubles. Sur le coucher, ça fonctionne toujours pas, on va dire. Ce qui est surtout surprenant, que ça marche pas sur le coucher, alors que Quentin, ce tir-là couché, c'est pas un tir d'instinct. Le tir couché, c'est un tir très technique. Donc comme c'est un tir très technique, tu peux pas faire ce que tu veux. Et t'es pas emmerdé par des pensées parasites, ce qui peut arriver sur le tir debout, et surtout t'es pas au même moment de la course. Quand t'arrives le tir couché, dans la plupart des courses, par l'individuel, tu sais pas encore si tu peux faire un grand résultat. Contrairement au tir debout, où tu sais que quand tu arrives debout et que tu es dans le top 3, bah, tu peux peut-être aller chercher la gagne. Donc il peut y avoir ces pensées-là qui te parasitent, on va dire, un petit peu le tir. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est des soucis techniques qu'il a là, Quentin. C'est pas un souci mental, je pense. Sur le tir debout, peut-être l'envie de trop bien faire. Peut-être qu'il en a un peu trop mis dans le 3e tour. Et qu'à un moment, ça se paye. Johannes Kuhn, Didier Bionas, forcément avec un 16 sur 20, tu peux pas t'attendre à mieux. Didier Bionas, ouais, c'est dommage, le debout, là, hein, 17 sur 20. On voit que c'est quand même un concurrent qui devra progresser sur les skis. Stadler, Bénédicte Doll, Lucas Hofer, Eric Perrault qui est le moins bon des trois, avec là aussi un 16 sur 20. Donc pas suffisant devant Navrat, Moutine, Pidrouchny, Leitner, Florent Claude, Komats et Lovro Planko qui a fait un 14 sur 20. Lovro Planko. On regarde les temps de ski rapidement chez les garçons. Donc comme je disais, Johannes Beu qui a le meilleur temps de ski. Devant Johannes Dalle, 13 secondes, et Stromsheim. Bénédicte Doll est 4e, mais avec 5 fautes, ça a été compliqué. Swerum, 5e, devant Ponsi Lioma. Donc on voit que le temps de ski n'était pas mauvais. Surtout Ponsi Lioma, je rappelle que dans ce temps de ski, il faut compter le temps où il a dû changer son bâton. Donc il est peut-être au niveau de Dalle. Christiansen, Jacomel, Hofer, Tarier, 10e. Voilà, on voit que les poids des ans quand même passent, mais c'est pas mal. Eric, 13e, temps de ski. Quentin Fillon-Maillet, 15e. Fabien Claude, 19. Émilien Jacquelin, 23e en temps de ski. Quand je vous disais que c'était pas fou au niveau des jambes sur cette course, ça se ressent. On arrivait toujours à caler des Français dans le top 10 depuis 3-4 courses. Là, il n'y a aucun Français dans le top 10 au niveau des temps de ski, ce qui montre bien que au niveau physique, c'était loin d'être parfait. Au niveau du temps de tir, toujours intéressant, c'est Émilien Jacquelin qui a fait le meilleur temps. Donc on voit ce tir d'attaque. Quentin Fillon-Maillet qui est 2e. Émilien Jacquelin, il met quand même 10 secondes à Tromsheim. C'est-à-dire que par rapport à Johannes Beu, il y a 17 secondes. Donc il y a un tour de pénalité avec ce tir rapide. Donc voilà, c'est pas insignifiant et je trouve qu'il s'en sort mieux avec ce tir d'attaque-là. Bon, Quentin Fillon-Maillet, le tir d'attaque, c'est peut-être pas une bonne idée. Fabien Claude, 6e. Donc Johannes Beu, 11e au tir. Un Swerum est 16e. Tarier est 20e au niveau du temps de tir. Et Johannes Dalle, il est 30e. Il a mis beaucoup de temps avant de sortir ses balles. 36 secondes de perdu par rapport à Émilien Jacquelin et 20 secondes de perdu par rapport à Johannes. Donc ça fait beaucoup. On regarde tout de suite les classements. Les différents classements, le général de la Coupe du Monde. Chez les filles, Justine Brezaz-Boucher est en tête avec 10 points d'avance sur Ingrid Tendrevold. On retrouve ensuite Elvira Heuberg qui est en embuscade avec Lisa Vitozzi, Francisca Preuss, Julia Simon. Tout ça, ça se tient en 110 points. Donc c'est pas grand-chose à ce moment-là de l'année. Donc l'année est encore longue. Donc c'est intéressant de voir que chez les filles, il y a un vrai match pour le classement.
On retrouve ensuite Knoten, Voigt, Heikki Gross, Lou Jean Monod. 10e malgré sa double impasse qui lui coûte cher en termes de points. Elle est toujours devant Anna Heuberg qui gagne 2 positions grâce à sa 3e place. On retrouve ensuite Anne Cliff, Persson, Skogan, Brorson et Teach. Du côté des autres Français, Sophie Chauveau est 21e. On a ensuite Gilone Guigona, 31e. Et Chloé Chevalier qui est 46e. Et c'est peut-être elle qui est sur la sellette, Chloé, avec les filles qui poussent en IBU Cup. On poursuit avec les garçons. C'est Johannes Beu qui est en tête avec 484 points devant Tarier. Les 2 frères Beu qui ont déjà, Johannes, il y a déjà plus de 100 points d'avance sur Johannes Dalleux. Stromsheim, Lagrid, donc ils sont toujours 5 Norvégiens en 5 premières places. On retrouve ensuite Navrat qui a réussi à s'intercaler devant Christiansen. On retrouve ensuite Benedict Dohn, Ponzilioma, Samuelson, Justus Trello, Johannes Kuhn, Tommaso Giacomet, le premier français et seulement 14e. Avec Quentin Fillon-Maillet devant Swerum. On retrouve ensuite Eric Perrault, 228 contre 199. Donc il y a désormais 29 points par rapport à Tommaso Giacomet. Sébastien Stadler, Émilien Jacquelin, 18e. Fabien Claude est 20e avec 164 points. Et puis on descend un petit peu dans le classement. Antonin Guigona est 32e pour le moment. Et Émilien Claude est 43e dans ce classement. Donc nous, encore une fois, on se retrouve, ça sera au mois de janvier du côté de Oberhof avec un 10 km sprint du côté des garçons. Ça sera le 4 janvier à 14h20. Donc on sera de retour le soir, le 4 janvier au soir je pense, pour faire le débrief de cette course. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!